Rebonjour à tous, j'espère que vous me suivez toujours, c'est à nouveau Anaïs. Donc on se retrouve pour la deuxième partie de la matinée. Donc là, on va parler plus amplement des métiers du marketing et de la communication, donc avec Patrick, qui est dirigeant d'une entreprise qui s'appelle La Griffe Communication et aussi de Bonsaï Studio. Donc voilà, on va parler du métier de dirigeant d'entreprise, mais aussi plus particulièrement des missions de communication et de marketing. Comme on en a pas mal parlé ce matin, ça permettrait de faire un petit peu écho avec tout ce qu'on s'est dit. J'en profite pour vous rappeler que My Future est une entreprise sociale qui est faite pour vous aider en fait à trouver un petit peu les secteurs qui vous plaisent et éventuellement vos futurs métiers. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions à Patrick dans le chat. On y sera là pour y répondre. Et puis je vais laisser du coup Patrick se présenter rapidement. Bonjour en tout cas Patrick. Bonjour à tous et toutes. Voilà, donc Patrick Borkowski, je suis gérant des entreprises La Griffe qui opère dans le monde de la communication, marketing, et Bonsaï Studio où je propose de la 3D, l'animation 3D, enfin tout ce qui concerne la 3D en fait, pour un grand nombre de domaines d'activité. Et ben, pour connaître un petit peu plus ton métier, Patrick, je te propose de... En fait, voilà, tu m'as envoyé plein d'images qui caractérisent ton métier et on va un petit peu les aborder ensemble. Donc, les premières images que tu m'as envoyées, on voit en fait du dessin, du graphisme. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors, effectivement, c'est un peu mes débuts en fait, hein, comment dire, l'idée à travers ça, c'est de dire que moi, j'ai suivi une formation dans le génie civil et les travaux publics, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais un métier qui n'a pas grand-chose à voir avec mes études de base. Et puis, je dessinais beaucoup en cours. Je pense qu'il y a beaucoup parmi les personnes qui nous regardent qui ont toujours le petit crayon qui va bien et puis qui tentent de reproduire la tête du prof. Voilà, bon, ben, ça arrive à tout le monde. Et c'est cette passion plus ou moins cachée qui m'a mené ensuite dans ma voie d'aujourd'hui. Donc, j'ai toujours été un passionné de dessin, donc même si je suivais mes études de travaux publics et génie civil, c'est quelque chose que je n'ai jamais abandonné. Donc, si je comprends bien, c'est un petit peu été le point de départ pour toi et l'élément déclencheur dans ce que tu fais aujourd'hui. Et on va continuer de parcourir les images que tu m'as envoyées. Donc, il y a aussi donc, du dessin sur ordinateur, je comprends bien. Donc, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Parce que ça, c'est peut-être un petit peu plus flou déjà. Enfin, qu'est-ce que c'est en fait? En quoi ça consiste? Et à quoi ça sert aussi? Alors, dans une des parties de ce métier de la communication qui est quand même relativement vaste, il y a cette partie graphique, donc qui consiste à créer ou des logos ou des identités visuelles pour des entreprises ou des web design toujours pour les entreprises. Ça, c'est pour la partie La Griffe, donc c'est purement communication, stratégie, voilà. Et pour la partie Bonsaï Studio, justement, ça m'arrive de faire des designs pour des architectes, des bâtiments, ou dernièrement, justement, je vois qu'il y a des baskets. J'ai designé une basket en 3D pour une nouvelle marque de sneakers. Voilà, donc donc la 3D pour Bonsaï Studio, c'est vraiment le métier, comment dirais-je, le premier métier, on va dire. Ensuite, il y a la post-production, etc. Et ça va sûrement intéresser certains des étudiants qui nous suivent aujourd'hui parce que dans les marques citées tout à l'heure d'entreprises, il y avait beaucoup de marques de sport qui revenaient, que ce soit Adidas, Nike. Donc ça, toi, c'est quelque chose que tu peux tout à fait concevoir en fait, par exemple des baskets pour une grande marque de sport. Absolument, absolument. Et je reviens un petit peu par rapport au slide précédent Ouais, qui montrait les crayons, etc. c'est bon, je vous le remonte. Voilà, donc on commence toujours néanmoins par là, même si l'outil informatique permet de faire de jolies images plutôt très réalistes. On commence toujours par le crayon et le papier. Et voilà. Et pourtant, je fais de l'informatique depuis 25 ans, on va dire, même plus. Et néanmoins, les outils de base, le crayon, le papier, le petit bloc-notes qui va bien pour faire des brouillons, tout ça, c'est un petit peu essentiel. Et le design d'une basket, ça peut commencer sur
sur une feuille de papier avec un papier classique. D'accord. La 3D, comment dirais-je, l'étape suivante en fait. D'accord, OK. Donc finalement, ça commence sur papier et ensuite ça prend forme sur ordinateur. On va parler un petit peu je vois qu'il y a beaucoup de réactions, dans le chat. Il y a notamment Océane qui nous demande quelles sont les principales missions que tu fais. Donc on va peut-être continuer, Mmh. d'aborder un petit peu les images que tu m'as envoyées. Peut-être que ça répondra à ta question, Océane, et sinon n'hésite pas on n'hésitera pas à revenir sur ta question. Donc dans ce que tu fais, donc voilà, moi tout de suite quand je vois ces images-là, alors elles vont bientôt s'afficher à l'écran, mais en tout cas ça m'évoque beaucoup de réunions, de brainstorming. Donc brainstorming, pour vous expliquer rapidement, c'est réfléchir ensemble à un projet. Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, est quelque chose d'essentiel aujourd'hui dans ton métier, tout ça? Alors non seulement c'est essentiel, mais je dirais qu'avec l'expérience, c'est ce qu'il y a de plus passionnant finalement. C'est-à-dire, quand un client part de zéro, il a un projet d'entreprise ou un projet de créer un produit. Je reprends l'exemple des sneakers, par exemple. L'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour vendre ce produit. Donc, il y a l'aspect, on va dire, marketing d'un côté qui dit on va tenter de voir à qui s'adresse ce produit, comment on va bien pouvoir faire pour le vendre, quels vont être les vecteurs, on va dire, pour vendre ce produit. Mmh. Et l'aspect communication, donc on est aussi dans une période de brainstorming, on va dire. Là, ça c'est vraiment avec le client et c'est extrêmement intéressant. On va dire de quelle manière de quelle manière on va vendre ce produit. Donc par un slogan, plutôt sur Internet, sur du print, sur des plaquettes, pardon. Même si ça se fait plus beaucoup, ça fonctionne quand même. Est-ce qu'on va créer un packaging? Quel discours on va avoir avec nos futurs clients? Comment on va pouvoir les charmer entre guillemets, Mmh. attirer leur attention et avec un joli design, etc. Donc cette période en fait cette étape on va dire de conception du projet et du produit est essentielle et on va dire, enfin pour moi c'est 50% de la réussite du produit. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment le fond. Et c'est valable pour la communication, mais c'est valable pour tout. Pour les projets de vie, on travaille le projet de fond. Mmh. Et ensuite, la forme. Voilà. La forme, en l'occurrence, c'était la basket. Ou ça peut être, je travaille sur d'autres produits. D'accord. Je prends 2 petites questions dans le chat qui sont revenues. Plusieurs, en fait, se demandent parce que c'est vrai qu'on a l'impression que tu fais plein de choses. Alors, Oui. c'est quoi le nom de ton métier? Alors, mon métier, à la base, c'est communicant. Voilà. D'accord, OK. Voilà, je fais la stratégie de communication, la communication. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'équipe étant extrêmement réduite, je fais beaucoup de métiers. C'est-à-dire, je fais, ça va de l'illustration à la stratégie, à l'étude de stratégie de communication, à la création du web, du site, même de l'appli mobile, si besoin. Je fais de la programmation, je fais de la 3D. Enfin, en même temps, je fais ça depuis 25 ans et je travaille au minimum 70 heures par semaine. Ah oui. Donc voilà, donc, on peut dire que je suis un peu splitté professionnellement. Et voilà, c'est beaucoup de travail, mais effectivement, je fais beaucoup de métiers et très honnêtement, c'est un métier passionnant. D'accord. OK, bah, je pense que tu as répondu, à la principale question et la deuxième question, quelqu'un qui te demandait aussi si tu connaissais le logiciel SketchUp? Absolument. Alors, je travaille avec SketchUp Ah, quand je travaille pour les architectes, par exemple. d'accord. Donc, je crée mes volumes, mes bâtiments sur SketchUp, où je nettoie les bâtiments que les architectes m'ont envoyés dans un format 3D particulier. Et ensuite, je les intègre dans mes logiciels qui sont spécifiques à l'architecture pour créer de jolies images de vente ou de pré-vente, on va dire, de programmes immobiliers. Ou ça peut être, par exemple, donc ça c'est dans le cadre de Bonsai Studio, hein, et ou ça peut être également pour des concours d'architecture, par exemple. OK, très bien. Les SketchUp, oui, je connais bien. Et ben, on va parcourir la dernière slide que tu m'as envoyée pour, décrire ton métier. Alors là, on est dans un univers très futuriste. Moi, on voit apparaître à l'écran, 2 robots. Alors, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Alors,
Je ne fais pas du tout de robotique, hein. C'est pas mon truc. Il y a des gens dans ces métiers qui font ça très bien. Non, non, c'est simplement que c'est que alors forcément quand on travaille beaucoup dans les nouvelles technologies depuis de nombreuses années, que j'ai fait mes premiers sites web, c'était en 1994, donc ça fait déjà, c'était au siècle dernier, donc ça fait déjà un certain temps, et donc forcément ça nous oblige à nous plonger dans le monde de la technologie. Tous les ans, on se forme, il y a une veille qui est faite. Et je passe énormément de temps à regarder ce qui se passe, en fait, l'évolution du monde de l'outil informatique, et aujourd'hui, aujourd'hui depuis quelques années, de l'intelligence artificielle. D'accord. Okay. Donc, qui pour moi va être la deuxième vie de ce monde numérique, en fait. Et va un petit peu tout chambouler de manière négative un petit peu, mais aussi de manière positive. Donc faut pas en avoir peur, en fait, à mon avis. Ok. Je vois que dans le chat, on se demande encore le nom de ton métier, donc je me permets de reprendre pour synthétiser. Donc, on a dit de la communication, oui, de la gestion d'entreprise, du design, du dessin, en fait, voilà, du design en 3D, bien sûr. Ouais. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à vos questions, mais en gros, c'est un petit peu tout ça à la fois. Voilà, le métier, on va dire, c'est communication. La communication, voilà exactement. De manière très large. Et ensuite, il y a les sous-métiers qui sont dans la communication. Il y a des chefs de projet, il y a des gens qui vont être graphistes, par exemple. Il va y avoir des développeurs web. Il va y avoir des développeurs d'app mobiles. Voilà, il y a vraiment ensuite, y compris dans la 3D par exemple, dans la 3D et particulièrement dans l'animation 3D, il y a beaucoup de postes. Il va y avoir des designers, il va y avoir des caractères designers, ce sont les gens qui vont designer les personnages par exemple. Il va y avoir les animateurs. Donc, ce sont les gens qui vont, il va y avoir les modélisateurs, pardon, les gens qui vont modéliser les personnages en 3D. Il va y avoir les animateurs qui vont les animer, les gens qui vont s'occuper des rendus, et parfois même dans les grosses boîtes d'animation 3D et de production. Il y a les gens qui vont s'occuper uniquement de représenter des fluides, par exemple, de l'eau, ou des feuilles qui bougent. Enfin voilà. Mais on va dire que de manière globale, la griffe communication, Bonsaï Studio 3D. D'accord. Et c'est hyper vaste en fait. Toi, tu dois gérer une équipe de quand même beaucoup de personnes, j'imagine? Non, pas du tout. Okay. L'équipe des deux entreprises, vous l'avez devant vous en fait. Ok, bah très bien. Voilà. Oui, donc je comprends mieux les 70 heures de travail hebdomadaire par semaine. Oui, c'est beaucoup. Mais c'est aussi une passion, hein, donc bon, voilà, okay. Je sais pas. Bah, heureusement, j'imagine. On va parler un petit peu aussi de ton parcours, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser nos étudiants qui nous suivent aujourd'hui, voir par où tu es passé. Tu disais que tu avais un petit peu fait beaucoup de choses, tu avais un parcours un petit peu atypique. On va revenir après la troisième, on va faire un saut lointain dans le passé. Donc voilà, à partir de ta passion pour le dessin. Voilà. Donc après la troisième, j'ai fait une seconde technique des systèmes automatisés. Je me souviens, bon, je me suis un peu planté. Je sais pas du tout la voie qui m'intéressait finalement, mais c'est pas grave de se planter. Quand on fait des choix, on teste une piste et puis ensuite on en teste une autre et on en teste une autre. C'est un peu ça le projet. Et ensuite, donc je suis allé dans un lycée professionnel où j'ai fait 4 ans, donc 2 ans de génie civil. Donc l'idée, c'est de dessiner des pavillons. Voilà, avec à l'époque on avait des calques, enfin l'ancienne quoi, voilà, on dessinait des plans sur des calques. Et la deuxième partie, c'était un bac travaux publics. Donc là, c'était plutôt technique, on va dire. Mais voilà, donc ça n'a strictement rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Néanmoins, tout ce que j'ai appris pendant ces années-là me sert aujourd'hui de manière transversale. C'est-à-dire que je fais de la 3D certes aujourd'hui, mais je fais de la 3D pour les architectes. Donc, ce qui veut dire que tout ce que j'ai appris dans le génie civil, ça m'a servi pour le métier que j'ai fait aujourd'hui. Tout ce que j'ai appris dans le travaux publics, qui consistait à organiser des chantiers, organiser des plannings, organiser voilà, tout un tas de choses, je ne fais pas ça aujourd'hui. Néanmoins,
l'organisation de mon planning aujourd'hui, des différents projets, je me sers forcément de tout ce que j'ai appris à cette époque-là. Donc, en fait, sur le fond, c'est simplement pour dire que c'est pas parce que j'ai fait des études de génie civil et de bâtiment qu'aujourd'hui, ça ne m'a servi à rien. Ce ne sont pas 4 années de perdu, puisque, encore une fois, indirectement, tout ce que j'ai appris, pas tout forcément, mais une bonne partie de ce que j'ai appris là, je le mets en œuvre aujourd'hui dans le métier de la communication et de l'organisation de l'entreprise, etc. Okay. Et je pense que c'est effectivement bien d'avoir des parcours comme le tien, parce que ça montre qu'on peut totalement se réorienter à tout âge, en fait, et ce n'est pas se tromper. C'est-à-dire que les compétences qu'on a acquis au travers de l'apprentissage d'un métier ou en l'ayant exercé, ou même parce qu'on avait des passions personnelles, ça peut nous servir dans son autre métier ensuite. Absolument. Donc, encore pour revenir sur cet aspect dessin, à une époque, pendant le lycée notamment, je dessinais beaucoup. Au bout d'un moment, les profs me mettaient vraiment devant parce que pour que je puisse assumer ma passion du dessin, y compris dans le cours de maths, par exemple. D'accord, ok. Donc voilà, et j'étais intégré dans un journal lycéen où j'ai commencé à dessiner. Okay. Donc j'ai toujours dessiné, et il se trouve qu'aujourd'hui, on me paye pour que je fasse de ce que mes parents appelaient des gribouillons qui ne me servira à rien à l'époque. Et aujourd'hui, je fais beaucoup d'illustrations. J'ai travaillé avec des gens sur des bouquins, sur des jeux. J'ai encore fait une illustration la semaine dernière avec des petits personnages de BD. Je prépare une bande dessinée. Donc vous voyez, ça permet on a une passion, alors ça représente beaucoup d'heures de travail chez soi, comme ça, mais comme toutes les passions d'ailleurs. Ouais. Mais néanmoins, elle n'a pas été abandonnée, et tout ça s'est un peu croisé. Et au final, je n'ai pas perdu grand-chose de tout ce que j'ai appris à cette époque-là, en fait. Mm-hmm. Et tout ce qui faisait à la fois l'objet de mon parcours scolaire et de mes passions. Bah, c'est super. Et j'en profite pour rebondir sur la question de Hugo qui demande quels sont tes diplômes. Voilà, si tu peux un petit peu de revenir sur les diplômes que tu as. Alors, j'ai un bac pro travaux publics. Alors, juste après, donc j'ai travaillé 4 mois à la sortie de mon bac dans une entreprise de travaux publics. Hein, donc, j'étais embauché, etc. Mais j'ai bien compris que ça ne me plaisait pas. Et donc, j'ai fait des petits jobs, ouais. comme ça arrive beaucoup, comme les étudiants d'ailleurs. Mm-hmm. Et ensuite, j'ai fait une formation de 9 mois en images de synthèse à Dijon. Voilà, à l'époque, les places étaient un peu chères, donc il y avait 15 personnes qui étaient retenues, je crois. Donc il fallait un book, donc tout ce que je faisais, tout ce que j'ai fait, mes dessins, mes gribouillons, mes machins, j'ai pu les intégrer dans mon book. Et c'est comme ça aussi que je suis rentré aussi dans j'ai pu avoir droit à cette formation. Et donc, à l'issue de ces 9 mois de formation en images de synthèse, enfin d'image 3D, on va dire, j'ai été pris en stage dans une entreprise, donc qui ensuite m'a gardé en tant qu'infographiste. Et ensuite, j'ai commencé à faire des sites web, etc. etc. Okay. Et aussi, quelque chose qui peut peut-être être intéressant que tu racontes, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, de créer ta propre entreprise, que tu as créée donc en 1999, et ensuite le Bonsai Studio en 2008. Mais voilà, peut-être qu'il y a des âmes d'entrepreneurs parmi nous, parmi les étudiants qui nous regardent aujourd'hui. Donc voilà, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de créer ta propre entreprise? Est-ce que c'est parce que tu étais dégoûté tout simplement du monde d'entreprise et donc que tu as voulu faire ton propre truc? C'est une bonne question, mais en fait, je pense qu'il y a toujours alors, ça peut être une qualité ou un défaut. Je suis assez perfectionniste, et il se trouve que dans une entreprise, il y a quand même des règles, à savoir la rentabilité. Et donc, parfois, on peut avoir des temps très courts pour faire. Alors, à l'époque, je me souviens, donc l'entreprise dans laquelle je travaillais juste avant de créer la mienne, c'était un groupe de presse parisien, et je faisais beaucoup de pubs dans les magazines pour le froid et génie climatique, et également des sites web. Et puis parfois je me disais non, je peux pas rendre ça, mais si, t'as qu'une matinée pour le faire, voilà. Et donc cette frustration, je pense que j'avais d'autres envies sans doute, j'avais d'autres préoccupations et d'autres envies, et donc ce qui fait que cette frustration plus d'autres petites envies, ça fait que je me dis why not, allons-y. Et puis
quand même, le monde de l'entreprise, enfin, comment dirais-je, être entrepreneur, c'est aussi avoir un lien direct avec le client. Ouais. Voilà, c'est aussi ça qui est important et c'est aussi le truc qui est passionnant parce que, notamment dans le monde de la communication, c'est parce qu'on est obligé un petit peu, quelque part, d'apprendre le métier du client. Donc on voit des profils différents, des profils professionnels différents tout le temps. Donc moi, ça fait plus de 20 ans que je croise des gens de métiers très très différents. J'apprends plein de choses parce que forcément il faut que je connaisse, je vais pas dire parfaitement, mais correctement leur métier pour savoir comment le vendre. Et je dois aussi connaître leurs clients pour savoir comment vendre à leurs clients. Donc ça fait une source d'information extrêmement riche. Ok. Et tu disais justement que ton côté entrepreneur, hein, si je peux dire ça comme ça, c'est super passionnant et excitant. Et effectivement, après sa boîte, c'est hyper passionnant. Et donc du coup, je vois que Eyman dans le chat a anticipé la prochaine slide sur les avantages et les inconvénients de ton métier. Donc on va aborder voilà, les deux choses que tu préfères dans ton métier et les deux choses que tu aimes un peu moins. Donc, je vois que la première chose que tu as notée, que tu aimais dans ton métier, c'était la stratégie des projets. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus? Oui, en fait, quand on démarre une activité, notamment dans le monde de la communication, on se dit je vais faire du graphisme, ça va être génial. Et donc on fait du graphisme, on fait des sites web, etc. Mais on se rend compte avec l'expérience que finalement le plus intéressant et le cœur de ce métier, c'est quand même la stratégie. Et quand le client, quand la stratégie qu'on a menée pour le client est réussie, quand le client vend ses produits, quand son entreprise est florissante, on se dit qu'on a bien réussi le job, quoi. Et voilà, donc de ce côté-là, c'est vraiment un point qui est hyper passionnant, cette stratégie, et je pense que c'est quelque chose qui vient avec l'expérience, sans doute. Alors je ne dis pas que le graphisme c'est pas intéressant, mais voilà, le cœur de mon métier, c'est que le client est un compte en banque rempli et qu'il soit épanoui. Ok. Juste simplement, je vois les brainstorming avec les clients, c'est là qu'on apprend énormément de choses, et c'est là qu'on décèle les besoins, c'est là qu'on trouve parfois les failles, etc. Ouais, et ben justement, est-ce que tu peux expliquer un petit peu de manière simple, avec des mots simples pour que tout le monde comprenne bien, qu'est-ce que c'est le brainstorming et à quoi ça sert? Parce que c'est vrai que donc c'est un petit peu manier des idées, c'est ça en fait, c'est avoir des idées avec des gens et en faire quelque chose, globalement, c'est ça. Exactement. Donc, chacun a sa méthode, naturellement. Mais en règle générale, quand un client me contacte, donc on prend rendez-vous et on parle de son projet, on parle de tout un tas de choses, on note des idées, tout ce qui peut nous venir, même des choses assez folles qui n'ont strictement rien à voir avec le projet. On prend note des mots, on dit tiens, quel pourrait être, si vos clients étaient des animaux, ça serait quoi? Si votre monde était je ne sais pas, imaginez votre produit, c'est un monde merveilleux, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Donc en fait, on note énormément de choses qui ont un rapport vraiment central avec le projet, mais aussi tout un tas d'idées un peu périphériques. Et tout ça, en fait, jeté, donc c'est vraiment un échange très très fourni avec le client. Et tout ça, au bout du compte, toute cette discussion qui peut durer 2, 3, 4, 5, 6 heures, tout dépend des projets. Au terme de ce travail, on développe, on va dire, on en déduit peut-être un slogan, une stratégie. On va peut-être commencer par le web, par exemple. On va peut-être... on peut aussi trouver un slogan pendant une période de brainstorming. D'accord. Voilà. Ok. Et je rebondis sur une question donc, de Naël qui a été posée dans le chat. Est-ce que c'est un travail qui embauche facilement, ce que tu fais, toi? Oui. Alors, il y a beaucoup d'agences de communication et comme je disais, il y a beaucoup de postes et beaucoup de métiers dans le métier de la communication. Donc, c'est relativement vaste. Ensuite,
selon la sensibilité de chacun, faire ou graphiste ou chef de projet ou je sais pas, web designer, développeur, ça fait partie aussi des métiers de la communication, le site web. Enfin voilà, on a quand même l'avantage d'avoir un métier. On appelle ça communication 360 la plupart du temps parce que c'est vraiment, ça balaye comment dirais-je, un panel de sous-métiers, pardon, pas de sous-métiers, de postes, on va dire, d'aptitudes vraiment très très riches. Ouais. Voilà. Ok. Et je pense que Jean a eu un petit peu peur quand tu as dit tout à l'heure que tu faisais 70 heures par semaine, parce qu'il demande si tu travailles les jours fériés et les week-ends. Oui. Ah. Oui, mais on précise que c'est pas une obligation, Jean. Absolument, voilà. Au moment où on parle de retraite, etc. Non. Mais alors, c'est parce que j'ai aussi des projets personnels et qui sont très très liés avec ce que je fais aujourd'hui. Donc il faut que je me forme. Donc des logiciels, moi quand j'ai commencé, j'ai pas commencé à apprendre la première. Non, c'était encore sous DOS à l'époque, donc je rentre pas dans le détail, mais j'ai appris un logiciel. Sauf qu'aujourd'hui, tous les logiciels que je connais, la programmation, ça représente quand même beaucoup de travail et de connaissances. Donc tout ça, il n'y a malheureusement pas de piqûre, pas de piqûre qui nous injecte un savoir. Donc il faut passer, on va dire, un cinquième de mon temps dans l'année, c'est quand même de la formation. Oui. Donc c'est les 70 heures minimum, on va dire. Ça, voilà, la formation rentre aussi en compte dedans. Et puis il se trouve que je suis seul, donc j'ai beaucoup de projets, 2 entreprises, donc il faut voilà. Puis je pense que plus on travaille, plus on aime ça. C'est aussi, voilà. Plus il y a la passion. Il faut faire attention aussi, mais si la passion s'en mêle, voilà. Il y a des gens qui jouent au foot, moi je joue pas au foot, quoi. Je fais de la 3D par exemple, ou du dessin. Okay. Et avant de passer aux choses que tu aimes le moins dans ton métier, une petite dernière question que j'ai repérée dans le chat que je trouve super intéressante, merci de l'avoir posée Benjamin, c'est comment les clients rentrent en contact avec toi? Alors, mon site web, enfin le site web, les réseaux sociaux naturellement, le bouche à oreille, beaucoup de bouche à oreille. J'ai fait très très peu de communication en 23 ans, 99, oui ça doit être ça. J'ai fait très très peu de com, on va dire, pour mon entreprise. J'ai jamais fait de phoning, enfin, voilà, j'ai jamais appelé les gens mais je pense qu'il y a des choses essentielles en fait. C'est le travail bien fait quand même. Donc il faut pas bâcler les choses, je pense, et que de bouche à oreille. Ensuite, forcément, le nombre d'années fait qu'il y a une réputation qui s'installe naturellement, mais je pense que le travail bien fait, le travail des choses assez créatives, et tout ça, c'est un ensemble qui fait que les gens appellent. Alors, ils n'appellent pas trop, aujourd'hui c'est du mail, c'est du portable, on m'a parlé de nous. Voilà, c'est comme ça, fonctionne un peu comme ça au bout d'un certain temps. Ouais. Et puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les métiers de la communication, mais aussi du marketing. Tu disais aussi tout à l'heure que c'était un métier vraiment à 360 degrés. Donc il faut se dire que c'est un secteur qui recrute quand même énormément aujourd'hui. Donc il y a plein de places, il y a plein de postes. Donc voilà, il y a plein d'opportunités professionnelles en tout cas. Alors, et surtout, comme tous les métiers, je pense que dans le monde de la communication, on peut se dire qu'il y a 50% des métiers de la com qui n'existent pas encore. Et tout à l'heure, je parlais de l'intelligence artificielle. Alors, naturellement, elle va sans doute remplacer certains métiers, enfin, ou voire travailler un petit peu en parallèle. Néanmoins, elle va aussi créer de nouveaux métiers. Donc c'est ça aussi qu'il faut faire, et il faut être un petit peu en avant-garde de tout ça, et de se dire qu'est-ce que l'intelligence artificielle, donc qui aujourd'hui produit de la 3D, produit du rédactionnel, qui produit tout un tas de choses. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir créer comme métier? Est-ce qu'il ne va pas falloir, dans le monde de la communication, créer des certifications humaines? Est-ce qu'il ne va pas falloir créer je parlais de certification, mais enfin, il y a tout un tas de choses. Si je savais quels étaient les 50 métiers à venir, les 50% de métiers, je ne sais pas. Mais je pense, voilà.
il en existe, ils seront sans doute, il y en aura peut-être moins, ou d'autres, mais c'est en perpétuel mouvement, donc il faut être attentif à tout ça. Eh ben, c'est bon à savoir. Et en fait, juste avant, on a eu un atelier et on parlait des ressources humaines. Et les ressources humaines dans une entreprise, voilà, juste pour rebondir sur ce qu'on se disait avant avec les étudiants, en fait, les ressources humaines sont aussi chargées de recruter ces nouveaux talents en entreprise, donc d'aller chercher typiquement des gens qui sont passionnés. Si vous êtes passionné de robots, d'intelligence artificielle, vous avez tout à fait votre place, Absolument. même si la fiche de poste ou le métier, en tout cas, même si voilà, le métier que vous voulez faire n'existe pas, ne vous dites pas en mode oh, bah non, du coup, je peux pas le faire parce qu'il n'existe pas. C'est au contraire, allez-y, surtout si c'est dans l'innovation, en fait. C'est ça qu'il faut pousser un petit peu comme message dans tes métiers à toi. Absolument. Et je pense que, quand j'ai commencé, donc il y a quelques années, quand j'ai fait mes premiers sites web, c'était en 94-95, on était seuls, donc il n'y avait pas de réseaux sociaux, il y avait très peu d'internet. Les gens ils pensaient qu'internet c'était une société de nettoyage. Donc, oui, c'est vraiment super loin. Et faut te remettre un peu dans le contexte. Et donc à l'époque, l'apprentissage, j'avais des piles de bouquins comme ça pour apprendre le HTML, pour apprendre, etc., etc. Aujourd'hui, en plus d'un parcours scolaire, on va dire classique, je reçois beaucoup de stagiaires, de collégiens en stage de découverte. J'adore ça, et ils repartent avec des étoiles dans les yeux en règle générale. Je leur dis toujours, il y a non seulement le travail personnel, mais il y a quand même la chance aujourd'hui d'avoir énormément de contenu sur les réseaux, sur YouTube, sur tout un tas de réseaux d'apprentissage à portée de main. Donc aujourd'hui, on peut plus simplement que ça ne l'était à mon époque, hein, je ne vais pas faire mon vieux, mais apprendre un métier. En plus, naturellement, ça veut dire qu'il faut quand même bosser ses cours, alors, parce qu'il y a quand même un savoir-faire, des connaissances qui sont importantes pour la base, en fait, hein, pour se forger. Mais néanmoins, on peut apprendre facilement un métier de la communication en étant passionné, en étant curieuse, et je ne vais pas faire l'avenir de la formation avec les tutos, mais enfin, les tutos, c'est quand même une chance de dingue, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, très accessible aussi. Hein. Il suffit d'aller sur YouTube et de globalement... j'imagine que vous regardez des vidéos faciles sur YouTube. De mon côté, je regarde énormément de vidéos. Par exemple, j'avais un logiciel qui s'appelait Softimage, donc un super logiciel 3D, qui a été arrêté par son éditeur. Et j'ai changé de logiciel pour Blender, sans doute parmi les personnes qui nous écoutent, certains connaissent. Et donc, je me forme beaucoup, quasiment uniquement que sur les YouTube. Alors, apprendre l'anglais, c'est quand même une base. Il faut quand même bosser un peu ces langues. Mais de toute façon, le monde qui arrive nécessite d'avoir on n'est pas très fort en France pour les langues étrangères. Je pense qu'il faut bien bosser le truc. Et puis, que ce soit en anglais ou en français, il y a sur ce logiciel, par exemple, typiquement Blender, ce logiciel 3D, il y a des ressources de formation qui sont complètement incroyables. Des tutos en ligne qui sont... Ok. C'est une bonne ressource, super. Merci de l'avoir partagé. Et forcément, on a parlé des choses que tu adorais dans ton métier. On a bien compris, il y a énormément de choses, mais il y a forcément des choses qu'on aime moins dans son métier. Alors pour toi, c'est quoi? Est-ce que tu peux me parler de ce que tu aimes le moins? Alors, je pense que je regarde le slide, là, je ne sais pas si tout le monde le voit, mais je pense que c'est parce que c'est un peu opposé à la stratégie et au brainstorming. La stratégie brainstorming, c'est un moment où on partage beaucoup et on est en contact avec les gens. Or, la programmation et la création de sites web, c'est plutôt l'inverse, en fait. On se met un peu dans sa grotte parce qu'il faut quand même faire de la programmation. J'en fais beaucoup moins aujourd'hui, j'en ai fait beaucoup à une époque. Il y a une dizaine d'années, je faisais beaucoup de programmation, donc j'ai dû apprendre la programmation avec des bouquins. Et voilà, la programmation et la création de sites web, on est un peu seul, quoi. C'est technique, on va dire. Voilà. Donc c'est pour ça que j'en fais encore beaucoup. Hein. J'ai encore livré 3 sites web cette semaine.
Mais néanmoins, c'est pas ce qui me passionne le plus dans un projet global. Quand un client vient me voir, je vais faire un site web, je sais le faire, il se trouve que je sais le faire. Mais ce qui m'intéressait le plus, c'est de me dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre dans son site web pour que ça matche et pour qu'il puisse récupérer de la clientèle. Allez, je vais lui mettre un Google Analytics, je vais faire du AdWords, j'ai créé tout un tas d'outils parallèles qui vont me permettre de faire en sorte, en fait, ma préoccupation, c'est que l'entreprise de mon client fonctionne. Voilà. Donc cet aspect web, on va dire que c'est un tout petit bout qui isole un peu, voilà, ça, je m'isole, je fais mon site web, et après j'ai hâte d'en sortir pour passer à autre chose. Très bien. Mais il y a sans doute des passionnés de programmation web parmi nous, n'hésitez pas à me le dire en chat, parce que j'imagine que c'est quelque chose qui peut attirer, et en tout cas aussi qui recrute aujourd'hui. C'est un secteur qui recrute énormément. Et tu notais aussi dans les trucs que t'aimais pas trop, les multiples petites modifications. Et de quoi tu parles? Alors, dans le métier de la com, alors je dirais que c'est surtout alors quand une stratégie, une fois qu'elle a été établie avec le client, on la change. Sauf si on voit qu'elle ne fonctionne pas, parce qu'elle peut ne pas fonctionner parce qu'on a fait une erreur quelque part. Donc on revoit un petit peu la stratégie de com. Mais en règle générale, on change peu. Mais en revanche, dans un site web, on peut faire une petite modification. Sur du graphisme, ah ben non, finalement, le client me dit peut-être le mettre un petit peu à gauche, le mettre un petit peu à droite. Bon, après, je lui ai dit moi, mon métier, c'est graphiste. Toi, ton métier, c'est de vendre des baskets. Occupe-toi de faire de jolies baskets et je vais te dire comment il faut que où la place du texte sera la plus pertinente. Parce que c'est mon job. Mais voilà, ces petites modifications, ces petites tâches qui prennent un quart d'heure, une demi-heure, mais ajouter les unes aux autres, ça nous découle une journée et on a l'impression d'avoir beaucoup travaillé. Donc ça, je suis pas fan. Ok. Et on va parler aussi des clichés dans ton métier, parce que j'imagine qu'il y en a, comme dans tout métier. Oui. Donc tu disais, alors la slide va apparaître dans quelques instants, il y a un petit décalage. Mais donc voilà, le premier cliché qui revient souvent dans ton métier, tu disais que les gens de la com sont vus comme teigneux. Ça vient d'où ça? Enfin, c'est ça, hein, on fait de la publicité, hein, mais c'est un vieux, comment dirais-je, c'est pas complètement fausse, des teigneux, c'est-à-dire qu'on se soigne, hein. Mais je veux dire, quand je dis teigneux, c'est-à-dire que on est toujours un peu vu comme des requins, des gens qui infréquentables, imbus de leur personne, etc. Ça, c'est l'aspect extérieur qu'on donne en règle générale, mais une fois qu'on est en brainstorming avec le client, on est juste intéressé à sa réussite, en fait. Et voilà, une image assez de personnes méprisantes, etc. Mais ça, je l'invente pas, en fait, hein, c'est vraiment c'est un vieux préjugé qui traîne sur les gens de la com. En règle générale, ils se la racontent. Mais bon, voilà. J'en profite pour dire aux étudiants qui nous regardent, si vous avez des clichés sur les métiers de la communication, n'hésitez pas à les noter dans le chat, comme ça moi, je les fais remonter et on en parle tout de suite. Donc, quels sont vos clichés sur les métiers de la communication? Et donc, j'enchaîne directement sur le deuxième cliché. On te dit aussi que tu es un menteur. Alors, pourquoi? Est-ce que tu peux nous expliquer ça aussi? En fait, comment dirais-je, ça fait aussi partie en fait des clichés, mais plutôt du marketing, on va dire, plutôt que de la communication, parce que le côté marketing dit on va trouver toutes les ficelles pour que le client réussisse. Donc, mais on l'a tous fait en se disant de toute façon, si c'est vendu de cette manière-là, si c'est gratuit, c'est que c'est parce que c'est du marketing et c'est que le produit, c'est nous. Voilà, donc le côté en fait, entre guillemets, mensonge, je sais pas, par exemple, quand on dit on vous offre quelque chose, on crée une stratégie qui offre quelque chose en fait, et quelque part, c'est pas vraiment offert. C'est parce qu'on a intérêt de récupérer ou des informations clients, ou voilà, il y a tout un tas
d'outils, on va dire, marketing derrière, qui sont sans doute greffés, qui sont pas sans doute, qui sont souvent greffés à un produit gratuit, de toute façon. Et aujourd'hui, enfin, depuis le web et les apps, ces mécanismes ont vraiment explosé. Il n'y a jamais rien de gratuit. Ouais. Et personne n'a visiblement de clichés sur les métiers de la communication, puisque je ne vois rien. Tant mieux. Mais peut-être que c'est parce que tout le monde commence à avoir faim. On s'approche de midi, généralement, peut-être que c'est ça, oui. en raison de l'estomac qui commence un petit peu à gronder, mais ne vous inquiétez pas, il ne reste plus qu'une dizaine de minutes de live avec Patrick, et ensuite on conclura quand même en faisant une petite synthèse. Et donc du coup, j'enchaîne sur la dernière slide. On va parler un petit peu de différentes choses, en fait, que notamment j'ai vu un petit peu dans le chat que les étudiants se demandent toujours. Il y a des questions qui reviennent souvent sur les métiers. Donc on va faire en quelques minutes une petite carte d'identité de ton métier au sujet des questions auxquelles on n'a pas encore répondu. Donc voilà, donc par exemple, est-ce que tu as des déplacements professionnels ? Alors, ça m'arrive peu. Alors, naturellement, quand je fais du web, par exemple, je suis comme tout le monde, je fais beaucoup de télétravail, donc ou de la visio, comme on le fait aujourd'hui. Donc, les réunions avec les clients se font à distance. Donc, les déplacements pro sont pas indispensables. Il y a des déplacements pro. Quand j'ai besoin imaginons, pour Bonsai Studio, de faire des photos, pour incruster un bâtiment qui n'existe pas encore, et pour insérer mon bâtiment 3D dans un paysage quelconque, des déplacements pro quand un client me parle de son entreprise, de ses produits, et que j'ai besoin, par exemple, d'aller voir sur place, parce qu'on ne peut pas déplacer l'usine, imaginons. Ça peut être intéressant, l'usine. Enfin voilà, tout ce qui nécessite de connaître le client par cœur, et puis d'avoir des échanges parfois pour le connaître. C'est toujours bien qu'il vienne à l'agence, mais c'est aussi bien que je me déplace chez lui pour connaître un peu son univers de travail, etc. Ça permet aussi de renforcer des liens qui peuvent être utiles pour les séances de travail ultérieures. Voilà, le placement pro, c'est un peu ça, ou je vais à Paris pour d'autres choses, pour rencontrer les gens. Enfin voilà, les déplacements pro, c'est aussi pour aller serrer des mains, pour rencontrer des personnes, créer des réseaux, c'est hyper important. Alors je le faisais peu parce que je suis un peu sauvage, mais je m'ouvre petit à petit. Donc aller serrer des mains, par exemple, rencontrer les gens, c'est aussi très très bien. J'en profite pour faire aussi remonter une question qui est revenue plusieurs fois. Donc c'est Lucas qui te demande si parfois tes clients sont trop exigeants. Souvent. Souvent, okay. Ils le sont souvent, mais les exigences, c'est important. Je préfère de loin mes clients exigeants que ceux qui ne sont pas exigeants, en fait. Il y a un leitmotiv, c'est aussi passionnant. Alors, exigeant, mais exigeant non pas dans le travail que je fais, mais ils peuvent être juges du travail que je fais, mais encore une fois, c'est un peu chacun son métier. S'ils me sollicitent, c'est parce qu'ils ne savent pas faire mon métier. Donc, ils peuvent être exigeants en revanche sur les résultats, sur tout un tas d'autres choses. Mais oui, c'est important l'exigence d'un client. Ok. Bon, on a parlé pas mal de tes horaires, des week-ends, des jours fériés, mais quand même, rassure-nous, est-ce que tu prends des vacances de temps en temps ? Non, non, si, je prends des vacances de temps en temps. Mais bon, le métier de la communication, c'est pas toujours ça. À l'époque où j'étais salarié, on est aux 35 heures normales. Si ce n'est que ce qu'il y a de passionnant aussi, c'est par exemple quand on doit rendre un dossier, on est souvent très très charrette dans la pub. On se commande un Uber Eats et puis on travaille le soir, on travaillait la nuit. Enfin voilà, à l'époque ça n'existait pas Uber Eats, on se prenait un McDo, j'en sais rien. Pardon pour la pub. Mais enfin bon, il y a des charges de travail comme ça, mais le reste du temps, non. Quand on est salarié, c'est pas dû au métier de la com, c'est aussi dû à la fois au métier de la com, mais aussi au fait que je sois chef d'entreprise. On s'arrête différemment. Ouais. Voilà. Le relationnel, on en a pas mal parlé, c'est quelque chose qui est primordial dans ton métier. En solo ou avec une team, pour le coup, toi, tu travailles
solo. Est-ce que ça te manque pas parfois quand même de pas avoir une équipe autour de toi? Si, parfois oui, oui, mais je compense. Pour moi, la team, c'est le client en fait, hein. Donc quand on est en brainstorming, c'est pas. Enfin, moi, j'ai mes petites idées de mon côté quand je fais. Alors, c'est pas quand je réfléchis, quand je fais de la musique, j'ai un clavier qui est dans mon bureau, un piano. Je fais de la musique, ça me permet de brainstormer avec moi-même. Et, et ensuite, le vrai brainstorming se déroule avec le client. Donc la team, on va dire, c'est le client, ses équipes, son entreprise. Voilà. Donc en quelque sorte, ça me manque parfois, mais je fais beaucoup de travail avec mes clients en fait. D'accord. Et une question qui est souvent revenue dans le chat et que enfin, voilà, les étudiants se posent toujours, c'est combien est-ce qu'on gagne dans les métiers de la communication? Donc ça peut être autant en débutant que toi, voilà, typiquement, si tu peux donner une fourchette de combien tu gagnes par mois et de combien aussi tu gagnais en débutant, peut-être pour voir un petit peu aussi l'évolution. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Je pense qu'en débutant, ça peut être aussi. Pas tout dépend ce qu'on fait, mais je sais pas, community manager, etc. C'est peut-être à la tâche. Donc on démarre classique. Ensuite, je dirais que le salaire d'entrée, c'est peut-être, je sais pas, 1600 euros net. D'accord, ok. Voilà. Après, avec l'expérience, ça peut être. En fait, il n'y a pas de limite, tout simplement. C'est-à-dire que ça peut être 5000. Ensuite, une fois qu'on commence à avoir de l'expérience, mais si on intervient comme consultant, par exemple, dans une entreprise, parce que ça peut aussi arriver, ça peut être plusieurs zéros. Donc, il n'y a pas vraiment de limite. Ensuite, tout se base sur l'expérience. C'est-à-dire qu'une personne... Et les clients aussi, j'imagine. Absolument, plus tu as de clients, plus tu as de tâches à réaliser, plus en fait, exactement. ça fait varier ton salaire. Voilà, c'est ça. Ça dépend beaucoup du chiffre d'affaires, donc de ce que l'entreprise facture. Exactement. Et il y a des projets plus ou moins rentables, donc on ne sait pas. D'accord. Okay. Et une question de Naël aussi sur l'exigence de tes clients, qui se demande si justement plus le client est-ce que plus le client est exigeant, plus c'est cher? Oui. Mais ça, on le cerne un petit peu. Alors ça, parfois, je fais des devis après les brainstorming, qui sont pas, comment dirais-je, ce sont des premières approches, pas vraiment des brainstorming. Et là, on sait que de toute façon, le client, son secteur d'activité nécessite une certaine exigence. Il fait partie d'un groupe, par exemple, une très très grosse entreprise. Donc là, le client va être exigeant parce que lui, derrière, il a aussi ses chefs et, comment dirais-je, l'importance du projet. La stratégie va être hyper importante. Il y a des enjeux sur de nombreux emplois, etc., sur de grosses affaires. Donc là, le prix va être différent. Naturellement, si ça m'est arrivé de faire des tout petits dossiers où le client sera moins exigeant, mais mon intervention ne va pas remettre en cause véritablement la survie de son entreprise. Donc là, les prix peuvent être un peu plus bas. Voilà. Okay. Ça peut aller du petit artisan à la très très grosse ou très gros groupe international, etc. Donc, Et peut-être parmi les derniers points qui restent, parler de deux, mais dont on a déjà un petit peu abordé. Tu disais qu'il fallait parler anglais dans ton métier, que c'était quand même un atout. Oui. Alors, c'est pour plusieurs choses. Si on parlait d'auto-formation, etc., il y a quand même beaucoup de ressources sur les réseaux en anglais. Il y a souvent des échanges qui sont en anglais et beaucoup de logiciels sont comment dirais-je, développés aux États-Unis. Voilà, c'est quand même et les échanges se font de cette manière-là. Donc ça, c'est la première raison. Et puis moi j'ai des clients qui sont aux États-Unis, donc quand on fait des visios, il faut quand même se comprendre un petit peu. Et voilà, mais de manière générale, je dis l'anglais parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus répandu et sachant qu'en France on est très mauvais, il faut aller en Allemagne, tout le monde parle anglais parfaitement, on va dire. Et voilà, je pense que nous de notre côté en France on a quelques efforts à faire, donc il faut le faire. Hein. Il faut le faire dans sa vie de tous les jours. Hein. Regarder des films en VO, ça passe par eux. Et dernière petite chose avant de conclure, sur ton environnement de travail, parce que tu disais que tu travaillais tout seul, j'imagine que tu fais principalement du télétravail de chez toi, c'est ça ?
Non, pas du tout, non, non, j'ai des locaux, j'ai des bureaux, j'ai des grands bureaux. Alors comme je reçois des stagiaires, j'ai plusieurs bureaux avec des Macs qui sont à disposition. D'accord, OK. Voilà, j'ai un studio photo dans les bureaux juste à côté, j'ai une salle de réunion, voilà, j'ai un clavier, j'ai une guitare. Enfin, on est dans un espace assez D'accord. particulier, voilà. OK, OK. Bah, très bien. Bah, en tout cas, merci. Alors, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser maintenant dans le chat avant qu'on Mhm. conclue avec Patrick. Mais je pense qu'on a bien balayé l'essentiel de ton métier. Voilà. Est-ce que toi, tu veux rajouter un petit mot du coup pour tous les étudiants qui nous suivent, peut-être qui seraient intéressés de faire les mêmes métiers que toi? Voilà, quel conseil pourrais-tu leur donner, le dernier petit conseil? Je dirais qu'il faut être curieux, donc il faut vraiment regarder tout ce qui se passe, être, comment dirais-je, être curieux, se remettre en question régulièrement. C'est-à-dire tout le temps. Toujours se remettre en question, est-ce que c'est une bonne idée? Pas forcément suivre, comment dirais-je, les tendances, parce que ça peut être de mauvaises voies, s'en inspirer, regarder si ça fonctionne bien, et puis essayer de se créer sa propre voie. Enfin voilà, faut pas être trop mouton non plus, parce que on peut arriver dans des communications qui sont faites par tout le monde, ou dans des designs qui sont faits par tout le monde. Et au bout d'un moment, tout le monde a la même com, donc c'est quand même difficile de sortir du lot. Voilà, curiosité, voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit pour l'instant. Ok. Ok, bah merci beaucoup. En tout cas, j'ai pas vu d'autres questions, donc j'imagine que c'est que tout le monde a parfaitement compris ce que tu faisais Ou et, parfaitement. dans tous les ou alors c'est que tu as été parfaitement clair. Ça doit être ça. Formidable. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour ton Avec grand intervention. plaisir. Voilà, et puis moi j'en profite donc pour vous dire que on va faire une petite synthèse d'ici quelques minutes, après une courte pause de 3-4 minutes. Donc voilà, donc restez bien en ligne. On vous garde encore une petite demi-heure et après vous serez libre d'aller déjeuner. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.